Chapitre 107. Le partage. Dans cet hôtel de la rue Saint-Germain-des-Prés qu'avait choisi pour sa mère et pour lui Albert de Morcerf, le premier étage, composé d'un petit appartement complet, était loué à un personnage fort mystérieux. Ce personnage était un homme dont jamais le concierge lui-même n'avait pu voir la figure, soit qu'il entrât ou qu'il sortît, car l'hiver, il s'enfonçait le menton dans une de ces cravates rouges, comme en ont les cochers de bonne maison qui attendent leur maître à la sortie des spectacles, et l'été, il se mouchait toujours précisément au moment où il eût pu être aperçu en passant devant la loge. Il faut dire que, contrairement à tous les usages reçus, cet habitant de l'hôtel n'était épié par personne, et que le bruit qui courait que son incognito cachait un individu très haut placé et ayant le bras long avait fait respecter ces mystérieuses apparitions. Ces visites étaient ordinairement fixes, quoique parfois elles fussent avancées ou retardées, mais presque toujours, hiver ou été, c'était vers 4 heures qu'il prenait possession de son appartement, dans lequel il ne passait jamais la nuit. À 3h30 l'hiver, le feu était allumé par la servante discrète qui avait l'intendance du petit appartement. À 3h30 l'été, des glaces étaient montées par la même servante. À 4 heures, comme nous l'avons dit, le personnage mystérieux arrivait. 20 minutes après lui, une voiture s'arrêtait devant l'hôtel. Une femme, vêtue de noir ou de bleu foncé, mais toujours enveloppée d'un grand voile, en descendait, passait comme une ombre devant la loge, montait l'escalier sans que l'on entendît craquer une seule marche sous son pied léger. Jamais il n'était arrivé qu'on lui demandât où elle allait. Son visage, comme celui de l'inconnu, était donc parfaitement étranger aux deux gardiens de la porte. Ces concierges modèles, les seuls peut-être dans l'immense confrérie des portiers de la capitale, capables d'une pareille discrétion. Il va sans dire qu'elle ne montait pas plus haut que le premier. Elle grattait à une porte d'une façon particulière. La porte s'ouvrait puis se refermait hermétiquement, et tout était dit. Pour quitter l'hôtel, même manœuvre que pour y entrer. L'inconnu sortait la première, toujours voilée, et remontait dans sa voiture qui tantôt disparaissait par un bout de la rue, tantôt par l'autre. Puis, 20 minutes après, l'inconnu sortait à son tour, enfoncé dans sa cravate ou caché par son mouchoir, et disparaissait à son tour. Le lendemain du jour où le comte de Monte Cristo avait été rendre visite à Danglars, jour de l'enterrement de Valentine, l'habitant mystérieux entra vers 10 heures du matin, au lieu d'entrer comme d'habitude vers 4 heures de l'après-midi. Presque aussitôt, et sans garder l'intervalle ordinaire, une voiture de place arriva, et la dame voilée monta rapidement l'escalier. La porte s'ouvrit et se referma. Mais avant même que la porte fût refermée, la dame s'était écriée: «Oh Lucien, mon ami!» De sorte que le concierge, qui sans le vouloir avait entendu cette exclamation, sut alors pour la première fois que son locataire s'appelait Lucien. Mais comme c'était un portier modèle, il se promit de ne pas même le dire à sa femme. «Eh bien, qu'y a-t-il, cher ami?» demanda celui dont le trouble ou l'empressement de la dame voilée avait révélé le nom. «Parlez, dites, mon ami, puis-je compter sur vous?» «Certainement, et vous le savez bien. Mais qu'y a-t-il? Votre billet de ce matin m'a jeté dans une perplexité terrible. Cette précipitation, ce désordre dans votre écriture? Voyons, rassurez-moi ou effrayez-moi tout à fait!» «Lucien, un grand événement!» dit la dame en attachant sur Lucien un regard interrogateur. «Monsieur Danglars est parti cette nuit.» «Parti? Monsieur Danglars parti? Et où est-il allé?» «Je l'ignore.» «Comment? Vous l'ignorez? Il est donc parti pour ne plus revenir?» «Sans doute. À 10 heures du soir, ses chevaux l'ont conduit à la barrière de Charenton. Là, il a trouvé une berline de poste tout attelée. Il est monté dedans avec son valet de chambre, en disant à son cocher qu'il allait à Fontainebleau. Eh bien, que disiez-vous donc?» «Attendez, mon ami, il m'avait laissé une lettre.» «Une lettre? Oui, lisez.» Et la baronne tira de sa poche une lettre décachetée qu'elle présenta à Debray. Debray, avant de la lire, hésita un instant, comme s'il eût cherché à deviner ce qu'elle contenait, ou plutôt comme si quelque chose qu'elle contint
Il était décidé à prendre d'avance un parti. Au bout de quelques secondes, ses idées étaient sans doute arrêtées car il lut. Voici ce que contenait ce billet qui avait jeté un si grand trouble dans le cœur de madame Danglars. Madame est très fidèle épouse. Sans y changer, Debray s'arrêta et regarda la baronne, qui rougit jusqu'aux yeux. Lisez, dit-elle. Debray continua. Quand vous recevrez cette lettre, vous n'aurez plus de mari. Oh, ne prenez pas trop chaudement l'alarme. Vous n'aurez plus de mari car vous n'aurez plus de fille. C'est-à-dire que je serai sur une des 30 ou 40 routes qui conduisent hors de France. Je vous dois des explications. Et comme vous êtes femme à les comprendre parfaitement, je vous les donnerai. Écoutez donc. Un remboursement de 5 millions m'est survenu ce matin, je l'ai opéré. Un autre d'une même somme l'a suivi presque immédiatement. Je l'ajourne à demain. Aujourd'hui, je pars pour éviter ce demain qui me serait trop désagréable à supporter. Vous comprenez cela, n'est-ce pas, madame et très précieuse épouse? Je dis, vous comprenez parce que vous savez aussi bien que moi mes affaires. Vous les savez même mieux que moi, attendu que s'il s'agissait de dire où a passé une bonne moitié de ma fortune, naguère encore assez belle, j'en serais incapable. Tandis que vous, au contraire, j'en suis certain, vous vous en acquitteriez parfaitement, car les femmes ont des instincts d'une sûreté infaillible. Elles expliquent, par une algèbre qu'elles ont inventée, le merveilleux lui-même. Moi qui ne connaissais que mes chiffres, je n'ai plus rien su du jour où mes chiffres m'ont trompé. Avez-vous quelquefois admiré la rapidité de ma chute, madame? Avez-vous été un peu ébloui de cette incandescente fusion de mes lingots? Moi, je l'avoue, je n'y ai vu que du feu. Espérons que vous avez retrouvé un peu d'or dans les cendres. C'est avec ce consolant espoir que je m'éloigne, madame et très prudente épouse, sans que ma conscience me reproche le moins du monde de vous abandonner. Il vous reste des amis, les cendres en question, et pour combler le bonheur, la liberté que je m'empresse de vous rendre. Cependant, madame, le moment est arrivé de placer dans ce paragraphe un mot d'explication intime. Tant que j'espérais que vous travailliez au bien-être de notre maison, à la fortune de notre fille, j'ai philosophiquement fermé les yeux. Mais comme vous avez fait de la maison une vaste ruine, je ne veux pas servir de fondation à la fortune d'autrui. Je vous ai prise riche, mais peu honorée. Pardonnez-moi de vous parler avec cette franchise, mais comme je ne parle que pour nous deux probablement, je ne vois pas pourquoi je farderais mes paroles. J'ai augmenté notre fortune qui pendant plus de 15 ans a été croissant, jusqu'au moment où des catastrophes inconnues et inintelligibles encore pour moi sont venues la prendre corps à corps et la renverser, sans que je puis le dire. Il y est aucunement de ma faute. Vous, madame, vous avez travaillé seulement à accroître la vôtre, chose à laquelle vous avez réussi, j'en suis moralement convaincu. Je vous laisse donc, comme je vous ai prise, riche, mais peu honorable. Adieu. Moi aussi, je vais à partir d'aujourd'hui travailler pour mon compte. Croyez à toute ma reconnaissance pour l'exemple que vous m'avez donné et que je vais suivre. Votre mari bien dévoué, baron Danglars. La baronne avait suivi des yeux de Bray pendant cette longue et pénible lecture. Elle avait vu, malgré sa puissance bien connue sur lui-même, le jeune homme changer de couleur une ou deux fois. Lorsqu'il eut fini, il ferma lentement le papier dans ses plis et reprit son attitude pensive. Eh bien, demanda madame Danglars avec une anxiété facile à comprendre. Eh bien, madame, répéta machinalement Debray. Quelle idée vous inspire cette lettre? C'est bien simple, madame. Elle me inspire l'idée que M. Danglars est parti avec des soupçons. Sans doute. Mais est-ce tout ce que vous avez à me dire? Je ne comprends pas, dit Debray avec un froid glacial. Il est parti. Parti tout à fait, parti pour ne plus revenir. Oui, fit Debray. Mais ne croyez pas cela, madame la baronne. Non, vous dis-je, il ne reviendra pas. Je le connais, c'est un homme inébranlable dans toutes les résolutions qui émanent de son intérêt. S'il m'eût jugé utile à quelque chose, il m'eût emmené. Il me laisse à Paris, c'est que notre séparation peut servir ses projets.
Elle est donc irrévocable et je suis libre à jamais, ajouta madame Danglars avec la même expression de prière. Mais Debray, au lieu de répondre, la laissa dans cette anxieuse interrogation du regard et de la pensée. Quoi? Dit-elle enfin. Vous ne me répondez pas, monsieur? Mais je n'ai qu'une question à vous faire. Que comptez-vous devenir? J'allais vous le demander, répondit la baronne, le cœur palpitant. Ah! Fit Debray. C'est donc un conseil que vous me demandez? Oui, c'est un conseil que je vous demande, dit la baronne, le cœur serré. Alors, si c'est un conseil que vous me demandez, répondit froidement le jeune homme, je vous conseille de voyager. De voyager? Murmura madame Danglars. Certainement. Comme l'a dit monsieur Danglars, vous êtes riche et parfaitement libre. Une absence de Paris sera nécessairement absolue, à ce que je crois du moins après le double éclat du mariage rompu de mademoiselle Eugénie et la disparition de monsieur Danglars. Il importe seulement que tout le monde vous sache abandonné et vous croit pauvre, car on ne pardonnerait pas à la femme d'un banqueroutier son opulence et son grand état de maison. Pour le premier cas, il suffit que vous restiez seulement 15 jours à Paris, répétant à tout le monde que vous êtes abandonné, racontant à vos meilleurs amis qui iront le répéter dans le monde comment cet abandon a eu lieu. Puis vous quitterez votre hôtel, vous y laisserez vos bijoux, vous abandonnerez votre douaire, et chacun vantera votre désintéressement et chantera vos louanges. Alors, on vous saura abandonné, et l'on vous croira pauvre, car moi seul connais votre situation financière et suis prêt à vous rendre mes comptes en loyal associé. La baronne, pâle, atterrée, avait écouté ce discours avec d'autant d'épouvante et de désespoir que Debray avait mis de calme et d'indifférence à le prononcer. Abandonné, répéta-t-elle. Oh, bien abandonné? Oui, vous avez raison, monsieur. Et personne ne doutera de mon abandon. Ce furent les seules paroles que cette femme si fière et si violemment éprise put répondre à Debray. Mais riche, très riche même, poursuivit Debray, et tirant de son portefeuille, en étalant sur la table, quelques papiers qu'il renfermait. Madame Danglars le laissa faire, tout occupée d'étouffer les battements de son cœur et de retenir les larmes qu'elle sentait poindre au bord de ses paupières. Mais enfin, le sentiment de la dignité l'emporta chez la baronne, et si elle ne réussit point à comprimer son cœur, elle parvint du moins à ne pas verser une larme. Madame, dit Debray, il y a 6 mois à peu près que nous nous sommes associés. Vous avez fourni une mise de fonds de 100 000 francs. C'est au mois d'avril de cette année qu'a eu lieu notre association. En mai, nos opérations ont commencé. En mai, nous avons gagné 450 000 francs. En juin, le bénéfice a monté à 900 000. En juillet, nous y avons ajouté 1700 000 francs. C'est vous, vous le savez, les mois des bons Espagnes. En août, nous perdîmes. Au commencement du mois, 300 000 francs. Mais le 15 du mois, nous nous étions rattrapés et à la fin, nous avions pris notre revanche. Car nos comptes, mis au net depuis le jour de notre association jusqu'à hier où je les ai arrêtés, nous donnent un actif de 2 400 000 francs, c'est-à-dire de 1200 000 francs pour chacun de nous. Maintenant, continua Debray, compulsant son carnet avec la méthode et la tranquillité d'un agent de change, nous trouvons 80 000 francs pour les intérêts composés de cette somme restée entre mes mains. Mais, interrompit la baronne, que veulent dire ces intérêts puisque jamais vous n'avez fait valoir cet argent? Je vous demande pardon, madame, dit froidement Debray. J'avais vos pouvoirs pour le faire valoir, et j'ai usé de vos pouvoirs. C'est donc 40 000 francs d'intérêt pour votre moitié, plus les 100 000 francs de mise de fonds première, c'est-à-dire 1340 000 francs pour votre part. Or, madame, continua Debray, j'ai eu la précaution de mobiliser votre argent hier. Il n'y a pas longtemps, comme vous le voyez, l'on eût dit que je me doutais d'être incessamment appelé à vous rendre mes comptes. Votre argent est là, moitié en billets de banque, moitié en bons au porteur. Je dis là, et c'est vrai, et comme je ne jugeais pas ma maison assez sûre, comme je ne trouvais pas les notaires assez discrets, et que les propriétés parlent encore plus haut que les notaires, comme enfin vous n'avez le droit de rien acheter ni de rien posséder en dehors de la communauté conjugale, j'ai gardé toute cette somme. Aujourd'hui, votre seule fortune, dans un coffre scellé au fond de cette armoire. Et pour plus grande sécurité, j'ai fait le maçon moi-même. Maintenant, continua Debray en ouvrant l'armoire d'abord, et la caisse ensuite. Maintenant, madame, voici 800 billets de 1000 francs chacun, qui ressemblent, comme vous voyez, à un gros album relié en fer. J'y joins un coupon de rente de 25 000 francs, puis, pour la pointe, qui fait quelque chose de, je crois, comme 110 000 francs, voici un bon à vue sur mon banquier. Et comme mon banquier n'est pas M. Danglars, le bon sera payé.
Vous pouvez être tranquille. Madame Danglars prit machinalement le bon à vue, le coupon de rente et la liasse de billets de banque. Cette énorme fortune paraissait bien peu de choses étalée là sur une table. Madame Danglars, les yeux secs, mais la poitrine gonflée de sanglots, la ramassa et enferma l'étui d'acier dans son sac, mit le coupon de rente et le bon à vue dans son portefeuille et debout, pâle, muette, elle attendit une douce parole qui la consola d'être si riche. Mais elle attendit vainement. Maintenant, madame, dit Debray, vous avez une existence magnifique. Quelque chose comme 60 000 livres de rente, ce qui est énorme pour une femme qui ne pourra pas tenir maison d'ici à un an au moins. C'est un privilège pour toutes les fantaisies qui vous passeront par l'esprit. Sans compter que si vous trouvez autre part insuffisante, eu égard au passé qui vous échappe, vous pouvez puiser dans la mienne, madame, et je suis disposé à vous offrir, au titre de prêt, bien entendu, tout ce que je possède, c'est-à-dire 1 060 000 francs. Merci, monsieur, répondit la baronne. Merci. Vous comprenez que vous me remettez là beaucoup plus qu'il ne faut à une pauvre femme qui ne compte pas, d'ici à longtemps du moins, reparaître dans le monde. Debray fut étonné un moment, mais il se remit et fit un geste qui pouvait se traduire par la formule la plus polie d'exprimer cette idée, comme il vous plaira. Madame Danglars avait peut-être jusque-là espéré encore quelque chose, mais quand elle vit le geste insouciant qui venait d'échapper à Debray, et le regard oblique dont ce geste était accompagné, ainsi que la révérence profonde et le silence significatif qui lui suivirent, elle releva la tête, ouvrit la porte, et sans fureur, sans secousse, mais aussi sans hésitation, elle s'élança dans l'escalier, dédaignant même d'adresser un dernier salut à celui qui la laissait partir de cette façon. Bah, dit Debray lorsqu'elle fut partie. Beau projet que tout cela. Elle restera dans son hôtel, lira des romans et jouera au lansquenet, ne pouvant plus jouer à la bourse. Et il reprit son carnet, biffant avec le plus grand soin les sommes qu'il venait de payer. Il me reste 1 060 000 francs, dit-il. Quel malheur que mademoiselle de Villefort soit morte. Cette femme-là me convenait sous tous les rapports, et je l'aurais épousée. Et flegmatiquement, selon son habitude, il attendit que madame Danglars fût partie depuis 20 minutes pour se décider à partir à son tour. Pendant ces 20 minutes, Debray fit des chiffres, sa montre posée à côté de lui. Ce personnage diabolique que toute imagination aventureuse eût créé avec plus ou moins de bonheur, si l'usage n'en avait acquis la priorité dans un chef-d'œuvre, Asmodée, qui enlevait la croûte des maisons pour en voir l'intérieur, eût joui d'un singulier spectacle s'il eût enlevé, au moment où Debray faisait ses chiffres, la croûte du petit hôtel de la rue Saint-Germain-des-Prés. Au-dessus de cette chambre où Debray venait de partager avec madame Danglars 2,5 millions, il y avait une autre chambre, peuplée aussi d'habitants de notre connaissance, lesquels ont joué un rôle assez important dans les événements que nous venons de raconter, pour que nous les retrouvions avec quelque intérêt. Il y avait dans cette chambre Mercédès et Albert. Mercédès était bien changée depuis quelques jours. Non pas que même au temps de sa plus grande fortune, elle eût jamais étalé le faste orgueilleux qui tranche visiblement avec toutes les conditions et fait qu'on ne reconnaît plus la femme aussitôt qu'elle vous apparaît sous des habits plus simples. Non pas davantage qu'elle fût tombée à cet état de dépression où l'on est contraint de revêtir la livrée de la misère. Non, Mercédès était changée parce que son œil ne brillait plus, parce que sa bouche ne souriait plus, parce qu'enfin un perpétuel embarras arrêtait sur ses lèvres le mot rapide que lançait autrefois un esprit toujours préparé. Ce n'était pas la pauvreté qui avait flétri l'esprit de Mercédès. Ce n'était pas le manque de courage qui lui rendait pesante sa pauvreté. Mercédès, descendue au milieu dans lequel elle vivait, perdue dans la nouvelle sphère qu'elle s'était choisie, comme ces personnes qui sortent d'un salon splendidement éclairé pour passer subitement dans les ténèbres. Mercédès semblait une reine descendue de son palais dans une chaumière, et qui, réduite au strict nécessaire, ne se reconnaît ni là la vaisselle d'argile qu'elle est obligée d'apporter elle-même sur sa table, ni au grabat qui succédait à son lit.
En effet, la belle Catalane, où la noble comtesse n'avait plus ni son regard fier, ni son charmant sourire, parce qu'en arrêtant ses yeux sur ceux qui l'entouraient, elle ne voyait que d'affligeants objets. C'était une chambre tapissée d'un de ces papiers gris sur gris que les propriétaires économes choisissent de préférence comme étant les moins salissants. C'était un carreau sans tapis. C'étaient des meubles qui appelaient l'attention et forçaient la vue de s'arrêter sur la pauvreté d'un faux luxe. Toutes choses enfin qui rompaient par leur ton criard l'harmonie si nécessaire à des yeux habitués à un ensemble élégant. Madame de Morcerf vivait là depuis qu'elle avait quitté son hôtel. La tête lui tournait devant ce silence éternel, comme elle tourne aux voyageurs arrivés sur le bord d'un abîme. S'apercevant qu'à toute minute, Albert la regardait à la dérobée pour juger de l'état de son cœur, elle s'était astreinte à un monotone sourire des lèvres, qui, en l'absence de ce feu si doux du sourire des yeux, fait l'effet d'une simple réverbération de lumière, c'est-à-dire d'une clarté sans chaleur. De son côté, Albert était préoccupé, mal à l'aise, gêné par un reste de luxe qui l'empêchait d'être à sa condition actuelle. Il voulait sortir sans gants et trouver ses mains trop blanches. Il voulait courir la ville à pied et trouver ses bottes trop bien vernies. Cependant, ces deux créatures si nobles et si intelligentes, réunies indissolublement par le lien de l'amour maternel et filial, avaient réussi à se comprendre sans parler de rien, et à économiser toutes les préparations que l'on se doit entre amis pour établir cette vérité matérielle d'où dépend la vie. Albert, enfin, avait pu dire à sa mère, sans la faire pâlir: «Ma mère, nous n'avons plus d'argent.» Jamais Mercédès n'avait véritablement connu la misère. Elle avait souvent dans sa jeunesse parlé elle-même de pauvreté, mais ce n'est point la même chose. Besoin et nécessité sont deux synonymes entre lesquels il y a tout un monde d'intervalles. Aux Catalans, Mercédès avait besoin de 1000 choses, mais elle ne manquait jamais de certaines autres. Tant que les filets étaient bons, on prenait du poisson. Tant qu'on vendait du poisson, on avait du fil pour entretenir les filets. Et puis, isolé d'amitié, n'ayant qu'un amour qui n'était pour rien dans les détails matériels de la situation, on pensait à soi, toujours à soi, rien qu'à soi. Mercédès, du peu qu'elle avait, faisait sa part aussi généreusement que possible. Aujourd'hui, elle avait 2 parts à faire, et cela avec rien. L'hiver approchait. Mercédès, dans cette chambre nue et déjà froide, n'avait pas de feu. Elle, dont un calorifère aux 1000 branches chauffait autrefois la maison depuis les antichambres jusqu'au boudoir. Elle n'avait pas une pauvre petite fleur. Elle, dont l'appartement était une serre chaude peuplée à prix d'or. Mais elle avait son fils. L'exaltation d'un devoir peut-être exagéré les avait soutenus jusque-là dans les sphères supérieures. L'exaltation est presque l'enthousiasme, et l'enthousiasme rend insensible aux choses de la terre. Mais l'enthousiasme s'était calmé, et il avait fallu redescendre peu à peu du pays des rêves au monde des réalités. Il fallait causer du positif, après avoir épuisé tout l'idéal. «Ma mère», disait Albert au moment même où madame Danglars descendait l'escalier, «comptons un peu toutes nos richesses, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un total pour échafauder mes plans.» «Total? Rien», dit Mercédès avec un douloureux sourire. «Si fait, ma mère. Total, 3000 francs d'abord, et j'ai la prétention, avec ces 3000 francs, de mener à nous 2 une adorable vie.» «Enfant!» soupira Mercédès. «Hélas, ma bonne mère», dit le jeune homme, «je vous ai malheureusement dépensé assez d'argent pour en connaître le prix. C'est énorme, voyez-vous, 3000 francs. Et j'ai bâti sur cette somme un avenir miraculeux d'éternelle sécurité.» «Vous dites cela, mon ami», continua la pauvre mère,
Mais d'abord, acceptons-nous ces 3000 francs? Dit Mercédès en rougissant. Mais c'est convenu, ce me semble, dit Albert d'un ton ferme. Nous les acceptons. D'autant plus que nous ne les avons pas, car ils sont, comme vous le savez, enterrés dans le jardin de cette petite maison des allées de Meillan à Marseille. Avec 200 francs, dit Albert, nous irons tous deux à Marseille. Avec 200 francs, dit Mercédès. Y songez-vous, Albert? Oh, quant à ce point, je me suis renseigné aux diligences et aux bateaux à vapeur, et mes calculs sont faits. Vous retenez vos places pour Châlons, dans le coupé. Vous voyez, ma mère, que je vous traite en reine. 35 francs. Albert prit une plume et écrivit. Coupé, 35 francs, si. 35 francs. De Châlons à Lyon, vous allez par le bateau. À vapeur, 6 francs. Si. De Lyon à Avignon, le bateau à vapeur encore. 16 francs. Si. D'Avignon à Marseille, 7 francs. Si. Dépenses de route, 50 francs. Si. Total, 114 francs. Mettons 500, 520, ajouta Albert en souriant. Vous voyez que je suis généreux, n'est-ce pas, ma mère? Mais toi, mon pauvre enfant. Moi? N'avez-vous pas vu que je me réserve 80 francs? Un jeune homme, ma mère, n'a pas besoin de toutes ces aises. D'ailleurs, je sais ce que c'est que de voyager. Avec ta chaise de poste et ton valet de chambre? De toute façon, ma mère. Eh bien, soit, dit Mercédès. Mais ces 200 francs, ces 200 francs, les voici. Et puis, 200 autres encore. Tenez, j'ai vendu ma montre 100 francs et les breloques 300. Comme c'est heureux, des breloques qui valaient 3 fois la montre. Toujours cette fameuse histoire du superflu. Nous voilà donc riches, puisque au lieu de 114 francs qu'il vous fallait pour faire votre route, vous en avez 250. Mais nous devons quelque chose dans cet hôtel. 30 francs. Mais je les paye sur mes 150 francs. Cela est convenu. Et puisqu'il ne me faut à la rigueur que 80 francs pour faire ma route, vous voyez que je nage dans le luxe. Mais ce n'est pas tout. Que dites-vous de ceci, ma mère? Et Albert tira d'un petit carnet à fermoir d'or, reste de ses anciennes fantaisies, ou peut-être même tendre souvenir de quelqu'une de ces femmes mystérieuses et voilées qui frappaient à la petite porte. Albert tira d'un petit carnet un billet de 1000 francs. Qu'est-ce que ceci? Demanda Mercédès. 1000 francs, ma mère. Oh, il est parfaitement carré. Mais d'où te viennent ces 1000 francs? Écoutez ceci, ma mère, et ne vous émotionnez pas trop. Et Albert, se levant, alla embrasser sa mère sur les 2 joues, puis il s'arrêta à la regarder. Vous n'avez pas idée, ma mère, comme je vous trouve belle, dit le jeune homme avec un profond sentiment d'amour filial. Vous êtes en vérité la plus belle, comme vous êtes la plus noble des femmes que j'ai jamais vues. Cher enfant, dit Mercédès, essayant en vain de retenir une larme qui pointait au coin de sa paupière. En vérité, il ne vous manquait que d'être malheureuse pour changer mon amour en adoration. Je ne suis pas malheureuse tant que j'ai mon fils, dit Mercédès. Je ne serai point malheureuse tant que je l'aurai. Ah, justement, dit Albert. Mais voilà où commence l'épreuve, ma mère. Vous savez ce qui est convenu. Sommes-nous donc convenus de quelque chose? Demanda Mercédès. Oui, il est convenu que vous habiterez Marseille et que moi je partirai pour l'Afrique, où en place du nom que j'ai quitté, je me ferai le nom que j'ai pris. Mercédès poussa un soupir. Eh bien, ma mère, depuis hier, je suis engagé dans les spahis, ajouta le jeune homme en baissant les yeux avec une certaine honte, car il ne savait pas lui-même tout ce que son abaissement avait de sublime. Ou plutôt, j'ai cru que mon corps était bien à moi, et que je pouvais le vendre. Depuis hier, je remplace quelqu'un. Je me suis vendu, comme on dit. Et, ajouta-t-il en essayant de sourire, plus cher que je ne croyais valoir, c'est-à-dire 2000 francs. Ainsi, c'est 2000 francs? Dit en tressaillant Mercédès. C'est la moitié de la somme, ma mère. L'autre viendra dans un an.
Mercédès leva les yeux au ciel avec une expression que rien ne saurait rendre, et les 2 larmes arrêtées au coin de sa paupière, débordant sous l'émotion intérieure, coulèrent silencieusement le long de ses joues. «Le prix de son sang», murmura-t-elle. «Oui, si je suis tué», dit en riant Morcerf, «mais je t'assure, bonne mère, que je suis au contraire dans l'intention de te défendre et de défendre cruellement ma peau. Je ne me suis jamais senti si bonne envie de vivre que maintenant.» Mon Dieu!» fit Mercédès. «D'ailleurs, pourquoi donc voulez-vous que je sois tué, ma mère? Est-ce que la Mauricière, cet autre né du Midi, a été tué? Est-ce que Changarnier a été tué? Est-ce que Bedeau a été tué? Est-ce que Morel, que nous connaissons, a été tué? Songez donc à votre joie, ma mère, lorsque vous me verrez revenir avec mon uniforme brodé. Je vous déclare que je compte être superbe là-dessous et que j'ai choisi ce régiment-là par coquetterie.» Mercédès soupira, tout en essayant de sourire. Elle comprenait, cette sainte mère, qu'il était mal à elle de laisser porter à son enfant tout le poids du sacrifice. «Eh bien donc», reprit Albert, «vous comprenez, ma mère, voilà déjà plus de 4 000 francs assurés pour vous. Avec ces 4 000 francs, vous vivrez 2 bonnes années.» «Crois-tu?» dit Mercédès. Ces mots étaient échappés à la comtesse, et avec une douleur si vraie que leur véritable sens n'échappa point à Albert. Il sentit son cœur se serrer, et prenant la main de sa mère, qu'il pressa tendrement dans les siennes. «Oui, vous vivrez», dit-il. «Je vivrai!» s'écria Mercédès. «Mais tu ne partiras point, n'est-ce pas, mon fils?» «Ma mère, je partirai», dit Albert d'une voix calme et ferme. «Vous m'aimez trop pour me laisser près de vous oisif et inutile. D'ailleurs, j'ai signé. Tu feras selon ta volonté, mon fils. Moi, je ferai selon celle de Dieu. Non pas selon ma volonté, ma mère, mais selon la raison, selon la nécessité. Nous sommes deux créatures désespérées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vie pour vous aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce que la vie pour moi? Oh, bien peu de choses sans vous, ma mère, croyez-le. Car sans vous, cette vie, je vous le jure, eût cessé au jour où j'ai douté de mon père et renié mon nom. Enfin, je vis. Si vous me promettez d'espérer encore, si vous me laissez le soin de votre bonheur à venir, vous doublez ma force. Alors je vais trouver là-bas le gouverneur d'Algérie. C'est un cœur loyal et surtout essentiellement soldat. Je lui conte ma lugubre histoire. Je le prie de tourner de temps en temps les yeux du côté où je serai. Et s'il me tient parole, s'il me regarde faire, avant 6 mois, je suis officier ou mort. Si je suis officier, votre sort est assuré, ma mère, car j'aurai de l'argent pour vous et pour moi. Et de plus, un nouveau nom, dont nous serons tous deux fiers, puisque ce sera votre vrai nom. Si je suis tué, eh bien, si je suis tué, alors, ma chère mère, vous mourrez, s'il vous plaît. Et alors nos malheurs auront leur terme, dans leur excès même. C'est bien, répondit Mercédès avec son noble et éloquent regard. Tu as raison, mon fils. Prouvons à certaines gens qui nous regardent et qui attendent nos actes pour nous juger. Prouvons-leur que nous sommes au moins dignes d'être plaints. Mais pas de funestes idées, chère mère, s'écria le jeune homme. Je vous jure que nous sommes, ou du moins, que nous pouvons être heureux. Vous êtes à la fois une femme pleine d'esprit et de résignation. Moi, je suis devenu simple de goût et sans passion, je l'espère. Une fois au service, me voilà riche. Une fois dans la maison de monsieur Dantès, vous voilà tranquille. Essayons, je vous prie, ma mère. Essayons. Oui, essayons, mon fils. Car tu dois vivre, car tu dois être heureux, répondit Mercédès. Ainsi, ma mère, voilà notre partage fait, ajouta le jeune homme en affectant une grande aisance. Nous pouvons aujourd'hui même partir. Allons,
Je retiens, comme il est dit, votre place. Mais la tienne, mon fils. Moi, je dois rester 2 ou 3 jours encore, ma mère. C'est un commencement de séparation, et nous avons besoin de nous y habituer. J'ai besoin de quelques recommandations, de quelques renseignements sur l'Afrique. Je vous rejoindrai à Marseille. Eh bien, soit, partons, dit Mercédès en s'enveloppant dans le châle, le seul qu'elle eût emporté, et qui se trouvait par hasard un cachemire noir d'un grand prix. Partons. Albert recueillit à la hâte ses papiers, sonna pour payer les 30 francs qu'il devait au maître de l'hôtel, et offrant son bras à sa mère, il descendit l'escalier. Quelqu'un descendait devant eux. Ce quelqu'un, entendant le frôlement d'une robe de soie sur la rampe, se retourna. Debré, murmura Albert. Vous, Morcerf, répondit le secrétaire du ministre en s'arrêtant sur la marche où il se trouvait. La curiosité l'emporta chez Debré sur le désir de garder l'incognito. D'ailleurs, il était reconnu. Il semblait piquant, en effet, de retrouver dans cet hôtel ignoré le jeune homme dont la malheureuse aventure venait de faire un si grand éclat dans Paris. Morcerf, répéta Debré. Puis, apercevant dans la demi-obscurité la tournure jeune encore et le voile noir de Madame de Morcerf. Oh, pardon, ajouta-t-il avec un sourire. Je vous laisse, Albert. Albert comprit la pensée de Debré. Ma mère, dit-il en se retournant vers Mercédès, c'est monsieur Debré, secrétaire du ministre de l'Intérieur, un ancien ami à moi. Comment, ancien balbutia Debré. Que voulez-vous dire? Je dis cela, monsieur Debré, reprit Albert, parce qu'aujourd'hui je n'ai plus d'amis, et que je ne dois plus en avoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu me reconnaître, monsieur. Debré remonta 2 marches et vint donner une énergique poignée de main à son interlocuteur. Croyez, mon cher Albert, dit-il avec l'émotion qu'il était susceptible d'avoir, croyez que j'ai pris une part profonde au malheur qui vous frappe, et que pour toute chose, je me mets à votre disposition. Merci, monsieur, dit en souriant Albert. Mais au milieu de ce malheur, nous sommes demeurés assez riches pour n'avoir besoin de recourir à personne. Nous quittons Paris, et notre voyage payé, il nous reste 5 000 francs. Le rouge monta au front de Debré, qui tenait 1 million dans son portefeuille. Et si peu poétique que fût cet esprit exact, il ne put s'empêcher de réfléchir que la même maison contenait naguère encore 2 femmes, dont l'une, justement déshonorée, s'en allait pauvre, avec 1500 000 francs sous le pli de son manteau, et dont l'autre, injustement frappée, mais sublime en son malheur, se trouvait riche, avec quelques deniers. Ce parallèle dérouta ses combinaisons de politesse. La philosophie de l'exemple l'écrasa. Il balbutia quelques mots de civilité générale et descendit rapidement. Ce jour-là, les commis du ministère, ses subordonnés, eurent fort à souffrir de son humeur chagrine. Mais le soir, il se rendit acquéreur d'une fort belle maison, 6 boulevard de la Madeleine, et rapportant 50 000 livres de rente. Le lendemain, à l'heure où Debré signait l'acte, c'est-à-dire sur les 5 heures du soir, Madame de Morcerf, après avoir tendrement embrassé son fils et après avoir été tendrement embrassée par lui, montait dans le coupé de la diligence qui se refermait sur elle. Un homme était caché dans la cour des messageries Laffitte, derrière une de ces fenêtres cintrées d'entresol qui surmontent chaque bureau. Il vit Mercédès monter en voiture. Il vit partir la diligence. Il vit s'éloigner Albert. Alors, il passa la main sur son front chargé de doute en disant : « Hélas, par quel moyen rendrai-je à ces 2 innocents le bonheur que je leur ai ôté ? Dieu m'aidera. » Chapitre 108. La fosse aux lions. L'un des quartiers de la Force, celui qui renferme les détenus les plus compromis et les plus dangereux, s'appelle la Cour Saint-Bernard. Les prisonniers, dans leur langage énergique, l'ont surnommé la fosse aux lions.
Probablement parce que les captifs ont des dents qui mordent souvent les barreaux et parfois les gardiens. C'est dans la prison une prison. Les murs ont une épaisseur double des autres. Chaque jour, un guichetier sonde avec soin les grilles massives, et l'on reconnaît à la stature herculéenne, au regard froid et indécis de ces gardiens, qu'ils ont été choisis pour régner sur leur peuple par la terreur et l'activité de l'intelligence. Le préau de ce quartier est encadré dans des murs énormes sur lesquels glisse obliquement le soleil lorsqu'il se décide à pénétrer dans ce gouffre de laideur morale et physique. C'est là, sur le pavé, que depuis l'heure du lever errent soucieux, hagards, pâlissant comme des ombres, les hommes que la justice tient courbés sous le couperet qu'elle aiguise. On les voit se coller, s'accroupir le long du mur qui absorbe et retient le plus de chaleur. Ils demeurent là, causant deux à deux, plus souvent isolés, l'œil sans cesse attiré vers la porte qui s'ouvre pour appeler quelqu'un des habitants de ce lugubre séjour, ou pour vomir dans le gouffre une nouvelle scorie rejetée du creuset de la société. La cour Saint-Bernard a son parloir particulier. C'est un carré long divisé en deux parties par deux grilles parallèlement plantées à 3 pieds l'une de l'autre, de façon que le visiteur ne puisse serrer la main du prisonnier ou lui passer quelque chose. Ce parloir est sombre, humide et de tout point horrible, surtout lorsqu'on songe aux épouvantables confidences qui ont glissé sur ces grilles et rouillé le fer des barreaux. Cependant, ce lieu, tout affreux qu'il est le paradis où viennent se retremper dans une société espérée, savourée, ces hommes dont les jours sont comptés. Il est si rare qu'on sorte de la fosse aux lions pour aller autre part qu'à la barrière Saint-Jacques, au bagne ou au cabanon cellulaire. Dans cette cour que nous venons de décrire et qui suait d'une froide humidité se promenait, les mains dans les poches de son habit, un jeune homme considéré avec beaucoup de curiosité par les habitants de la fosse. Il eût passé pour un homme élégant, grâce à la coupe de ses habits, si ses habits n'eussent été en lambeaux. Cependant, il n'avait pas été usé, le drap fin et soyeux aux endroits intacts reprenait facilement son lustre sous la main caressante du prisonnier qui essayait d'en faire un habit neuf. Il appliquait le même soin à fermer une chemise de batiste considérablement changée de couleur depuis son entrée en prison. Et sur ses bottes vernies passait le coin d'un mouchoir brodé d'initiales surmonté d'une couronne héraldique. Quelques pensionnaires de la fosse aux lions considéraient avec un intérêt marqué les recherches de toilette du prisonnier. Tiens, voilà le prince qui se fait beau, dit un des voleurs. Il est très beau naturellement, dit un autre. Et s'il avait seulement un peigne de la pommade, il éclipserait tous les messieurs à gants blancs. Son ami a dû être bien neuf et ses bottes reluisent joliment. C'est flatteur pour nous qu'il y ait des confrères si comme il faut. Et ces brigands de gendarmes sont bien vils. Les envieux, avoir déchiré une toilette comme cela. Il paraît que c'est un fameux, dit un autre. Il a tout fait. Et dans le grand genre, hein. Il vient de là-bas, si jeune. Oh, c'est superbe. Et l'objet de cette admiration hideuse semblait savourer les éloges ou les vapeurs des éloges, car il n'entendait pas les paroles. Sa toilette terminée, il s'approcha du guichet de la cantine auquel s'adossait un gardien. Voyons, monsieur, lui dit-il, prêtez-moi 20 francs. Vous les aurez bientôt. Avec moi, pas de risque à courir. Songez donc que je tiens à des parents qui ont plus de millions que vous n'avez de deniers. Voyons, 20 francs, je vous en prie, afin que je prenne un pistolet et que j'achète une robe de chambre. Je souffre horriblement d'être toujours en habit et en bottes. Quel habit, monsieur, pour un prince de Cavalcanti. Le gardien lui tourna le dos et haussa les épaules. Il ne rit pas même de ces paroles qui eussent déridé tous les fronts, car cet homme en avait entendu bien d'autres, ou plutôt il avait toujours entendu la même chose. Allez, dit Andrea, vous êtes un homme sans entrailles, et je vous ferai perdre votre place. Ce mot fit retourner le gardien, qui, cette fois, laissa échapper un bruyant éclat de rire. Alors les prisonniers s'approchèrent et firent cercle. Je vous dis, continua Andrea, qu'avec cette misérable somme, je pourrais me procurer un habit et une chambre, afin de recevoir d'une façon décente
la visite illustre que j'attends d'un jour à l'autre. Il a raison! Il a raison! Dirent les prisonniers. Pardieu! On voit bien que c'est un homme comme il faut. Eh bien, prêtez-lui les 20 francs, dit le gardien en s'appuyant sur un autre colossal épos. Est-ce que vous ne devez pas cela à un camarade? Je ne suis pas le camarade de ces gens, dit fièrement le jeune homme. Ne m'insultez pas. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous l'entendez, dit le gardien avec un mauvais sourire. Il vous arrange joliment. Prêtez-lui donc 20 francs, hein? Les voleurs se regardèrent avec de sourds murmures. Et une tempête soulevée par la provocation du gardien, plus encore que par les paroles d'Andrea, commença de gronder sur le prisonnier aristocrate. Le gardien, sûr de faire le cause égaux, quand les flots seraient trop tumultueux, les laissait monter peu à peu pour jouer un tour au solliciteur importun et se donner une récréation pendant la longue garde de sa journée. Déjà les voleurs se rapprochaient d'Andrea. Les uns se disaient La savate! La savate! Cruelle opération qui consiste à rouer de coups, non pas de savate, mais de souliers ferrés un confrère tombé dans la disgrâce de ces messieurs. D'autres proposaient l'aiguille, autre genre de récréation consistant à emplir de sable, de cailloux, de gros sous, quand ils en ont, un mouchoir tordu que les bourreaux déchargent comme un fléau sur les épaules et la tête du patient. Fouettons le beau monsieur! Dirent quelques-uns. Monsieur, l'honnête homme! Mais Andrea, se retournant vers eux, cligna de l'œil, enfla sa joue avec la langue, et fit entendre ce claquement des lèvres qui équivaut à 1000 signes d'intelligence parmi les bandits réduits à se taire. C'était un signe maçonnique que lui avait indiqué Caderousse. Ils reconnurent un des leurs. Aussitôt les mouchoirs retombèrent. La savate ferrée rentra au pied du principal bourreau. On entendit quelques voix proclamer que monsieur avait raison, que monsieur pouvait être honnête à sa guise, et que les prisonniers voulaient donner l'exemple de la liberté de conscience. L'émeute recula. Le gardien en fut tellement stupéfait qu'il prit aussitôt Andrea par les mains et se mit à le fouiller, attribuant à quelque manifestation plus significative que la fascination ce changement subite des habitants de la fosse aux lions. Andrea se laissa faire, non sans protester. Tout à coup, une voix retentit au guichet. Benedetto! Criait un inspecteur. Le gardien lâcha sa proie. On m'appelle, dit Andrea. Au parloir, dit la voix. Voyez, on me rend visite. Ah, mon cher monsieur, vous allez voir si l'on peut traiter un Cavalcanti comme un homme ordinaire. Et Andrea, glissant dans la cour comme une ombre noire, se précipita par le guichet entrebâillé, laissant dans l'admiration ses confrères et le gardien lui-même. On l'appelait en effet au parloir, et il ne faudrait pas s'en émerveiller moins qu'Andrea lui-même, car le rusé jeune homme, depuis son entrée à la force, au lieu d'user comme les gens du commun de ce bénéfice d'écrire pour se faire réclamer, avait gardé le plus stoïque silence. Je suis, disait-il, évidemment protégé par quelqu'un de puissant. Tout me le prouve. Cette fortune soudaine, cette facilité avec laquelle j'ai aplani tous les obstacles, une famille improvisée, un nom illustre devenu ma propriété, l'or pleuvant chez moi, les alliances les plus magnifiques promises à mon ambition, un malheureux oubli de ma fortune, une absence de mon protecteur m'a perdu, oui, mais pas absolument, pas à jamais. La main s'est retirée pour un moment. Elle doit se tendre vers moi et me ressaisir de nouveau au moment où je me croirai prêt à tomber dans l'abîme. Pourquoi risquerais-je une démarche imprudente? Je m'aliénerai peut-être le protecteur. Il y a deux moyens pour lui de me tirer d'affaire. L'évasion mystérieuse, achetée à prix d'or, et la main forcée au juge pour obtenir une absolution. Attendons pour parler, pour agir. Qu'il me soit prouvé qu'on m'a totalement abandonné, et alors... Andrea avait bâti un plan qu'on peut croire habile. Le misérable était intrépide à l'attaque et rude à la défense. La misère de la prison commune, les privations de tout genre, il les avait supportées. Cependant, peu à peu, le naturel, ou plutôt l'habitude, avait repris le dessus. Andrea souffrait d'être nu, d'être sale, d'être affamé. Le temps lui durait.
C'est à ce moment d'ennui que la voix de l'inspecteur l'appela au parloir. Andrea sentit son cœur bondir de joie. Il était trop tôt pour que ce fût la visite du juge d'instruction, et trop tard pour que ce fût un appel du directeur de la prison ou du médecin. C'était donc la visite inattendue. Derrière la grille du parloir où Andrea fut introduit, il aperçut, avec ses yeux dilatés par une curiosité avide, la figure sombre et intelligente de M. Bertuccio qui regardait aussi, lui, avec un étonnement douloureux, les grilles, les portes verrouillées et l'ombre qui s'agitait derrière les barreaux entrecroisés. Ah! Fit Andrea, touché au cœur. Bonjour, Benedetto, dit Bertuccio de sa voix creuse et sonore. Vous! Vous! Dit le jeune homme en regardant avec effroi autour de lui. Tu ne me reconnais pas, dit Bertuccio. Malheureux enfant. Silence! Mais silence donc! Fit Andrea qui connaissait la finesse d'ouïe de ces murailles. Mon Dieu! Mon Dieu, ne parlez pas si haut! Tu voudrais causer avec moi, n'est-ce pas? Dit Bertuccio. Seul à seul. Oh! Oui! Dit Andrea. C'est bien. Et Bertuccio, fouillant dans sa poche, fit signe à un gardien qu'on apercevait derrière la vitre du guichet. Lisez, dit-il. Qu'est-ce que cela? Dit Andrea. L'ordre de te conduire dans une chambre, de t'y installer et de me laisser communiquer avec toi. Oh! Fit Andrea, bondissant de joie. Et tout de suite, se repliant en lui-même, il se dit. Encore le protecteur inconnu. On ne m'oublie pas. On cherche le secret puisqu'on veut causer dans une chambre isolée. Je l'y tiens. Bertuccio a été envoyé par le protecteur. Le gardien conféra un moment avec un supérieur, puis ouvrit les deux portes grillées et conduisit à une chambre du premier étage ayant vue sur la cour Andrea, qui ne se sentait plus de joie. La chambre était blanchie à la chaux comme c'est l'usage dans les prisons. Elle avait un aspect de gaieté qui parut rayonnant aux prisonniers. Un poêle, un lit, une chaise. Une table en formait le somptueux ameublement. Le gardien se retira. Bertuccio s'assit sur la chaise. Andrea se jeta sur le lit. Voyons, dit l'intendant. Qu'as-tu à me dire? Et vous? Dit Andrea. Mais parle d'abord. Oh non, c'est vous qui avez beaucoup à m'apprendre, puisque vous êtes venu me trouver. Eh bien, soit. Tu as continué le cours de tes scélératesses. Tu as volé. Tu as assassiné. Bon, si c'est pour me dire cela que vous me faites passer dans une chambre particulière, autant valait ne pas vous déranger. Je sais toutes ces choses. Il y en a d'autres que je ne sais pas, au contraire. Parlons de celle-là, s'il vous plaît. Qui vous a envoyé? Oh, oh, vous allez vite, monsieur Benedetto, n'est-ce pas? Et au but, surtout ménageant les mots inutiles. Qui vous envoie? Personne. Comment savez-vous que je suis en prison? Il y a longtemps que je t'ai reconnu dans le fashionable insolent qui poussait si gracieusement un cheval aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées! Ah ah! Nous brûlons, comme on dit au jeu de la pincette. Les Champs-Élysées, ça! Parlons un peu de mon père, voulez-vous? Que suis-je donc? Vous, mon brave monsieur, vous êtes mon père adoptif. Mais ce n'est pas vous, j'imagine, qui avez disposé en ma faveur d'une centaine de mille francs que j'ai dévorés en 4 ou 5 mois. Ce n'est pas vous qui m'avez forgé un père italien et gentilhomme. Ce n'est pas vous qui m'avez fait entrer dans le monde et invité à un certain dîner, que je crois manger encore, à Auteuil, avec la meilleure compagnie de tout Paris, avec certains procureurs du roi, dont j'ai eu bien tort de ne pas cultiver la connaissance, qui me seraient si utiles en ce moment. Ce n'est pas vous, enfin, qui me cautionnez pour 1 ou 2 millions quand m'est arrivé l'accident fatal de la découverte du pot aux roses. Allons, parlez, estimable Corse, parlez. Que veux-tu que je te dise? Je t'aiderai. Tu parlais des Champs-Élysées tout à l'heure, mon digne père nourricier. Eh bien, aux Champs-Élysées demeure un monsieur bien riche, chez qui tu as volé et assassiné, n'est-ce pas? Je crois que oui. Monsieur le comte de Monte Cristo, c'est vous qui l'avez nommé. Comme dit Racine.
Eh bien, dois-je me jeter entre ses bras, l'étrangler sur mon cœur en priant mon père, mon père, comme dit monsieur Pixérécourt? Ne plaisantons pas, répondit gravement Bertuccio, et qu'un pareil nom ne soit pas prononcé ici comme vous osez le prononcer. Bah, fit Andrea un peu étourdi de la solennité du maintien de Bertuccio. Pourquoi pas? Parce que celui qui porte ce nom est trop favorisé du ciel pour être le père d'un misérable tel que vous. Oh, de grands mots et de grands effets, si vous n'y prenez garde. Des menaces. Je ne les crains pas. Je dirais... Croyez-vous avoir affaire à des pygmées de votre espèce? Dit Bertuccio d'un ton si calme et avec un regard si assuré qu'Andrea en fut remué jusqu'au fond des entrailles. Croyez-vous avoir affaire à vos scélérats routiniers du bagne? Ou à vos naïfs dupes du monde? Benedetto, vous êtes dans une main terrible. Cette main veut bien s'ouvrir pour vous. Profitez-en. Ne jouez pas avec la foudre qu'elle dépose pour un instant, mais qu'elle peut reprendre si vous essayez de la déranger dans son libre mouvement. Mon père! Je veux savoir qui est mon père, dit l'entêté. J'y périrai s'il le faut, mais je le saurai. Que me fait le scandale à moi? Du bien, de la réputation, des réclames, comme dit monsieur Beauchamp, le journaliste. Mais vous autres, gens du grand monde, vous avez toujours quelque chose à perdre au scandale, malgré vos millions et vos armoiries. Ça, qui est mon père? Je suis venu pour te le dire. Ah! S'écria Benedetto, les yeux étincelants de joie. À ce moment, la porte s'ouvrit et le guichetier s'adressant à Bertuccio. Pardon, monsieur, dit-il, mais le juge d'instruction attend le prisonnier. C'est la clôture de mon interrogatoire, dit Andrea au digne intendant. Au diable l'importun! Je reviendrai demain, dit Bertuccio. Bon, fit Andrea. Messieurs les gendarmes, je suis tout à vous. Ah, cher monsieur, laissez donc une dizaine d'écus au greffe pour qu'on me donne ici ce dont j'ai besoin. Ce sera fait, répliqua Bertuccio. Andrea lui tendit la main. Bertuccio garda la sienne dans sa poche et y fit seulement sonner quelques pièces d'argent. C'est ce que je voulais dire, fit Andrea grimaçant un sourire, mais tout à fait subjugué par l'étrange tranquillité de Bertuccio. Me serais-je trompé? Se dit-il en montant dans la voiture oblongue et grillée qu'on appelle le panier à salade. Nous verrons. Ainsi, à demain, ajouta-t-il en se tournant vers Bertuccio. À demain, répondit l'intendant.